Nous voilà repartis pour cette deuxième partie après une petite pause. Je vais essayer d'aller rapidement maintenant. Vocabulaire marketing. Oui, non, personne n'y croit, je sais. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Marketing. Ou CTA. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Appel à l'action, oui. CTA, call to action. Voilà. En fait, ça dépend où c'est que tu as été éduqué. Et c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a la version, il y en a qui disent CTA et d'autres qui disent appel à l'action. Parce que c'est pas facile à dire en français. Donc voilà. Non, alors triple A, on le dit pas. C'est vrai que. Lead magnet. Non? Voilà. Et landing page. Non. Voilà, page d'atterrissage. C'est très simple. C'est comme la SERP la dernière fois. Search Engine Response Page. SEO, c'est Search Engine Optimization. Et SERP, en fait, c'est Search Engine Response Page, la page de réponse du moteur de recherche. C'est très basique, hein, voilà. L'informatique, le marketing, on ne cherche pas trop. Ouais. Alors, on verra tout à l'heure la landing page. Là, voilà, c'était la liste du vocabulaire. Maintenant, l'appel à l'action ou call to action. En mettre beaucoup, mais pas trop. C'est par rapport à ton parcours client. Ton parcours client, la personne, elle va lire ta page et donc tu vas l'inciter à faire quelque chose. J'ai un client qui est venu vers moi, il voulait juste un conseil, qu'est-ce que tu penses, machin et tout. Il avait fait un super blog sur Bali, il organise des voyages sur Bali si vous voulez. Il avait mis un très beau descriptif d'un voyage et à la fin, rien. T'es à la fin de la page, tu sais pas quoi faire. Ton client, tu dois le guider, tu dois lui dire où il va. Donc tu ne le laisses jamais sans rien faire dans une page. Et c'est ça l'appel à l'action en fait. C'est toujours lui dire, toi tu vas là, maintenant que tu as fini ça, prends rendez-vous pour prendre un voyage. Va voir un autre voyage. Va prendre ton billet d'avion. Toujours, va voir d'autres photos. Toujours guider la personne. Ne jamais la laisser sans rien faire. Si elle ne fait rien, elle repart. Ok? C'est quoi? Elle bug. Elle bug. Le lead magnet. Donc tout simplement, hein. Lead, prospect, magnète, aimant. Un aimant à prospect. Ça, c'est... Hein. Donc, qu'est-ce que c'est en général? C'est les rendez-vous gratuits. C'est tout ce qui va inciter les gens à vous laisser leur adresse email. Adresse email avec lesquelles vous allez pouvoir les relancer ou envoyer des newsletters ou envoyer vos propositions de vente. Donc, on les a dans échantillons gratuits, PDF gratuits, livres blancs, webinaires, les simulateurs, les calculateurs, les testeurs. En général, quand on est coach ou quand on fait tout en visio, c'est le premier rendez-vous gratuit. Souvent, c'est le premier rendez-vous gratuit ou audit gratuit, mais on ne donne pas de réponse. C'est ça le truc. Le but, c'est de ne pas donner de réponse pour inciter la personne à prendre rendez-vous ensuite avec nous, un rendez-vous payant ou ensuite, voilà. Donc, comment on fait ça? Qui a une idée de quoi faire sur son site? Moi, je l'ai fait, alors je l'ai un peu laissé tomber, mais je l'avais fait avec sur un article, notamment sur le référencement local, où il y avait la checklist du référencement local, qui a bien marché. Voilà, et différentes choses. Mais le premier rendez-vous gratuit au téléphone, ou le premier... Alors, voilà. Ça, en fait, le but du premier rendez-vous gratuit, c'est que la personne voit si elle est à l'aise avec toi. C'est comme un psy, c'est comme un... Voilà. Tout ce qui est bien-être, c'est souvent des rendez-vous gratuits pour savoir si la personne va se sentir à l'aise dans ce que tu proposes ou autre. Un cours gratuit. Et là, tu prends le mail de la personne. C'est-à-dire que même si la personne ne revient pas, tu vas pouvoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an la relancer. En disant, regarde, je relance des cours, machin et tout, avec un autorépondeur. Oui, en fait, tu crées, voilà, tu veux recevoir la checklist, tu cliques ici, tac, tu arrives sur un opt-in. Donc, tu remplis ton nom, tu cliques et ton autorépondeur va envoyer directement cette checklist à la personne.
Le PDF va directement arriver chez la personne et toi, tu as en échange son email. Quand tu vas sur les sites de vente en ligne et qui te proposent des échantillons gratuits ou 20% sur ta prochaine commande, tu donnes ton email. Et tu es inondé d'emails. Parce qu'en plus, eux, ils revendent ton adresse email à toutes les personnes. Si tu as acheté des chaussures, ils vont te les vendre à quelqu'un qui vend des vêtements. C'est un business. L'email est un business. Ça s'achète une fortune. À savoir, côté RGPD, on n'a pas le droit de démarcher des personnes. On a le droit de démarcher, par contre, des entreprises. Si votre mail est, même si c'est un mail en Gmail, voilà, Yahoo et tout ça, que vous l'avez laissé dans un répertoire métier, c'est-à-dire que vous êtes inscrit à la CCI, à la CMA pour une formation, les personnes ont le droit de l'utiliser pour vous démarcher. Parce que c'est considéré comme un mail professionnel. Voilà, je digresse sur le RGPD. Bref, voilà le lead magnet. Est-ce que vous voyez quelque chose que vous pourriez faire, vous, en lead magnet? Alors, l'inscription à la newsletter, les gens ont de plus en plus de mal à voir l'intérêt. Si tu dis juste inscription à la newsletter, les gens... voilà. Par contre, si tu dis inscription pour recevoir chaque semaine le menu de la semaine, les conseils du jour, voilà, déjà, ça, c'est plus intéressant. Au niveau pro, ça peut être un audit. L'audit, un audit simple, oui. Oui, mais un audit, 20 minutes d'audit. En 20 minutes, au téléphone, on fait un premier rendez-vous gratuit. Pour de la formation, tu peux proposer une petite vidéo, des gestes simples pour poncer correctement un vieux bois. Tu vois, un truc... Alors, c'est bien d'avoir une idée du planète, mais après, comment tu intègres tout ce qui est automatisation derrière? Alors, pour les PDF gratuits, tout ça, ton autorépondeur. Tu peux le gérer, tu peux l'intégrer. Mais par contre, que les autorépondeurs payants. Bah, c'est 100 € par an, c'est pas... Voilà. Le but, c'est qu'ils te rapportent de l'argent. Hein. C'est de l'investissement. Tu vois ce que tu pourrais... Une? Voilà. Quelque chose qui... Voilà. Alors, le livre blanc, c'est déjà plus de 20 pages. Un PDF, c'est 1, 2, 4 pages. Voilà, l'e-book aussi, on attend quelque chose d'un peu plus costaud. Mais effectivement, un e-book pour comprendre, pour voir, ça peut être juste tous tes articles de blog qui sont regroupés et qui font un bouquin. Tu le mets sur Amazon et voilà. Et c'est voilà. Là, un lead magnet, donc un peu, voilà. L'étape 1, c'est flou, non? Petit, oui, mais ça, je ne peux pas trop reculer. Étape 1, par exemple, la personne arrive sur un article de ton blog. Étape 2, elle a un call to action, CTA, pour télécharger le lead magnet. Donc le livre blanc, le PDF, tout ça. Donc elle a peut-être une pop-up ou elle a au milieu un... Voilà. Étape 3. Alors ça, l'étape 3, on n'est pas obligé de l'avoir. Mais elle arrive sur une landing page, une page d'atterrissage. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Elle remplit le formulaire. Étape 5, le lead magnet est envoyé en automatique. C'est pas toi qui va... Alors, tu peux le faire au début. Hein. Tous les soirs, tu vérifies, tu envoies les lead magnets en automatique pour éviter de payer. 100 balles, c'est 100 balles, quoi. C'est... Voilà. Oui, ça, c'est un lead magnet. Ton e-book gratuit. Tu le fais avec quoi? Oui, mais Sendinblue, tu le payes? Il y a une version gratuite de Sendinblue? En automatique, oui. Voilà. Ouais. C'est... T'auras la vidéo, normalement. Ah non, le PDF, je ne le donne pas, c'est vrai, non. Alors, on peut faire beaucoup plus simple. On peut faire juste l'étape 1. Ici, en plein milieu du blog, on met un opt-in avec le tag pour déclencher l'automatisation et déclencher donc l'envoi du PDF. Et la personne peut continuer à lire le blog et elle passe de là directement ici. Et le but,
Alors voilà, le but c'est d'avoir une newsletter et d'avoir des emails. Pourquoi avoir des emails aujourd'hui? Parce que l'email il arrive dans ta boîte mail et souvent on le lit. Parce que les réseaux sociaux, tu scrolles. Si t'as pas liké la personne depuis un mois, t'as rien, tu vois plus la personne. Qu'est-ce qui se passe aussi pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter? Est-ce qu'ils ont vu? Non. Frustré. Le Facebook est en train de tester tous les comptes créateurs, donc toutes les personnes qui ont des pages professionnelles, en version payante en Nouvelle-Zélande et en Australie. $12 par mois quand même. Pour être mieux vu et pour être plus mis en avant. Il y a plein de... Et notamment, il y a le SAV qui va arriver, mais que en version payante. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont eu ils gagnent moins d'argent, les pauvres. Voilà, avec les VPN, avec Apple qui empêche le pistage et tout ça, ils peuvent moins nous donner des pubs précises. Donc, la publicité coûte plus cher et les annonceurs commencent à se dégager de Facebook. Donc, pour gagner plus d'argent, parce que les pauvres, ils en ont pas assez, ils vont rendre ça payant. Et voilà. De toute façon, ça nous pend au nez depuis un petit moment. Donc, il va falloir trouver de nouveaux moyens de communication. Pour l'instant, l'email, on est les seuls à pouvoir les gérer. Voilà. Et donc, la landing page. Qu'est-ce que c'est qu'une landing page? Page d'atterrissage. La page d'atterrissage, en général, c'est la page de vente. On va créer une page spéciale pour vendre ses services. On va la rédiger d'une certaine façon pour répondre à toutes les objections, pour présenter ses services, pour présenter comment on fait. Et souvent, on va même faire en WordPress une blank page, c'est-à-dire une page où il n'y a pas de menu. Pourquoi? Moins il y a de choix, plus la personne va prendre une décision. Si vous connaissez le livre « Ne coupez pas la poire en deux », c'est un négociateur du FBI qui a écrit ce livre et qui a été repris par toutes les agences marketing. Grosso modo, on laisse 2 choix à la personne sur cette landing page. On laisse soit le choix de nous contacter ou d'acheter notre produit ou voilà, soit le choix de repartir sans rien. Donc en fait, vous avez sûrement vu, voulez-vous réussir votre vie ou rester comme avant? Ou rester comme avant et glander toute votre existence. En gros, c'est ça qu'utilise. Donc cliquez ici vite. Et en fait, vous n'avez qu'un choix, vous n'avez qu'un seul bouton. C'est le bouton d'acheter. Sinon, vous êtes obligé de quitter le site web. Et donc, on enlève les menus pour éviter toutes les distractions. On enlève tous les autres liens. Le seul lien qu'il y a sur les landing pages, en général, c'est le lien d'achat ou le lien de rendez-vous ou le lien du but de la page. Vas-y. Oui, parce que de la landing page, tu ne reviens pas sur le site. Puisque tu n'as plus de menu. Non, parce que si tu fais une page qui s'ouvre en plus, la personne va dire je ferme ici et je reviens sur le site. Donc tu lui donnes un choix. Alors que si le seul choix qu'elle a, c'est de cliquer sur le bouton, tu as plus de conversion. C'est du marketing pur, ça. Alors après, ça dépend aussi de ta personnalité. Cette page, tu crées une page, en fait, mais tu crées une page où tu vas faire une page de vente avec exactement les seuls call to action que tu vas mettre, c'est le call to action que tu veux que la personne fasse. Tu vas pas lui donner d'autres choix. Et en haut, tu effaces le menu. En WordPress, tu mets dans les... après, elle peut faire retour. Elle peut faire retour. Ça, tu peux pas lui empêcher quand même. Ah ben si, parce que en fait, tu es sur ton site web, tu dis voilà, j'ai telle offre tel jour, clique ici pour en savoir plus. Tu cliques, pouf, ça ouvre la page, mais ça remplace la page, ça ouvre pas un onglet supplémentaire. C'est donc t'as cette page qui est ouverte. Et sur cette page, le seul bouton que tu puisses avoir, c'est les boutons pour acheter ton offre, acheter ton service, acheter ton produit, réserver, voilà. Tu bloques la personne là-dessus. Et donc c'est pour ça que tu enlèves les menus parce que ça fait une distraction. C'est trop marketing, ça. C'est manipulatoire. Alors, déjà, c'est assez manipulatoire. Ah oui. Mais non, là, c'est trop. T'es de l'âge à te souvenir de ce que disait Patrick Lelay, le patron de TF1 ? ton grand ami, j'imagine, il disait, quand la deuxième coupure pub, non, ou même la première coupure pub a été autorisée
Parce que du temps de ma jeunesse, on n'avait pas de pub dans les films. On faisait pas pipi. Bon, les films aussi, ils duraient qu'une heure et demie. Hein, voilà. Et il y avait pas de pub. Et quand il a vendu de la pub, il dit, on vend du temps de cerveau disponible pour nos annonceurs. C'est tout. C'était vraiment de la pub. Donc là, voilà. Donc là, c'est l'extrême. Mais on peut créer des landing pages. Voilà. Alors, la landing page SEA, pourquoi ? Quand vous faites de la publicité avec Google, SEA, Search Engine Advertising, c'est le contraire. Alors, tu as le SEO, c'est naturel, et le SEA, tu payes de la publicité. C'est la publicité Google. Si tu veux une pub Google, tu dois créer une landing page spéciale. Parce que sur la pub Google, par exemple, tu vas parler de bonsaï. Si tu cliques dessus, Google, en fait, quand tu vas créer ta pub, Google, il va vérifier que ta page parle bien de ce que tu annonces, que c'est pas une pub mensongère, que tu parles bonsaï et t'atterris sur un jeu de poker en ligne. Ça, c'est dangereux. Par contre, tu parles de bonsaï, t'atterris sur une page de bonsaï, ok, Google, il autorise. Mais on fait pas de la pub Google pour faire atterrir sur sa page d'accueil. Parce que ta page d'accueil, elle est trop floue. On fait une pub Google pour atterrir sur une page spécifique par rapport à cette pub-là. Outils externes. Donc, les opt-in pour newsletter avec autorépondeur. On y arrive. Je l'ai rajouté spécialement pour toi, Emma, ça. Hein. Quand tu m'as posé la question autorépondeur, je dis « Ah oui, j'en ai pas parlé des autorépondeurs. » Réseaux sociaux et les autres bonnes pratiques. Opt-in autorépondeur. Donc, l'opt-in, c'est le formulaire qui va mettre directement l'adresse de la personne dans ton autorépondeur. C'est la pop-up que inscrivez-vous à ma newsletter. C'est cette pop-up-là. Ça va aller dans votre CRM ou dans votre autorépondeur. Donc, autorépondeur, tu as Sendinblue, Mailchimp, Fluent CRM, MailPoet, ActiveCampaign, voilà. Attention au RGPD. Donc, chaque fois que... Voilà, normalement, la personne, notamment sur votre formulaire contact, doit cliquer sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de récupération de mon email. » Hein ? J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité. Normalement, dans tous les... Voilà. Oui, c'est obligatoire. Ouf ! Oui, non, tout le monde ne l'a pas. L'autorépondeur permet d'envoyer plus de 10 mails à la fois. On peut en envoyer 100 000 aussi, si on veut. Il peut créer des messages personnalisés aussi, c'est-à-dire que si vous avez le nom, le prénom ou la fonction de la personne, on peut lui demander d'intégrer directement dans le mail la fonction de la personne. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'envoie un mail directement, je fais « Bonjour Elodie, qu'est-ce que tu penses de ça ?» et tout ça, alors que le mail, il est envoyé à tout le monde, mais chaque fois, il y a le prénom qui a été personnalisé. On peut créer des tags par entrée. Donc ça, c'est cette personne est rentrée via ce lead magnet, cette personne est rentrée sur telle page. Ça permet de savoir où sont vos clients aussi. Après, ça devient beaucoup plus complexe. Hein. Mais si vous avez 3 offres différentes, c'est intéressant de savoir par où ils sont rentrés. Parce que du coup, quand vous envoyez des newsletters, vous pouvez n'envoyer qu'à une catégorie de personnes. On peut compléter ces tags, les créer, autrement on peut parler d'autres. Oui, tu peux aller les mettre manuellement. En général, la plupart du temps, tu peux... Voilà. Celui-là, on va créer un tag. Tu peux re-rentrer dans chaque fiche personnellement. Par contre, ça te fait fiche après fiche, quoi. Contact après contact. Mais tu peux leur donner des... Voilà. Voilà. Ça te permet de qualifier... En fait, c'est un autorépondeur, c'est un mini CRM. CRM, alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est de la gestion... c'est la gestion de ta clientèle, en fait. C'est pareil avec le RGPD, les CRM ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que tu peux dire tel client est arrivé avec ça, il a acheté déjà tel produit, il a acheté tel produit et je l'ai déjà contacté là-dessus. Après. Voilà. Donc c'est du marketing plus ça. On arrive vraiment à... Les réseaux sociaux. Alors, il y a 2 types, comme on avait vu, il y a 2 types de boutons. Il y a « Suivez-moi sur les réseaux sociaux ». Et ça, vous envoyez sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes et vous pouvez répondre.
Et vous avez partagé cet article, partagé cette page sur votre page à vous. Vous voyez un de mes articles qui vous plaît énormément, vous voulez le partager sur votre LinkedIn, pas de problème, vous cliquez sur le petit bouton et ça va se partager sur votre LinkedIn. Est-ce que toi, tu as créé une page pro sur LinkedIn en plus de ton... Oui, j'ai deux pages, ouais, mais la page pro, je n'y mets pas grand-chose. D'accord. Parce que c'est quand même beaucoup de temps à... Voilà. Souvent, quand je publie d'un côté, je republie de l'autre, mais ça prend énormément de temps quand même. Moi aussi, je fais un peu. Ouais. Mais c'est vrai que je fais moins. Enfin, j'essaie de mettre un truc de temps en temps. Voilà, au moins une fois par mois. Vous pouvez demander le partage sur vos réseaux sociaux, vous pouvez envoyer des réseaux sociaux vers votre site web. Le but, c'est de vous faire connaître. Attention de bien utiliser le réseau en question. Ça sert à rien d'envoyer quelqu'un sur Twitter si vous n'allez jamais sur Twitter. Hein? Donc, il vaut mieux mettre 2-3 réseaux où vous êtes vraiment là que de mettre toute une série de réseaux sociaux où vous avez laissé votre nom de partout pour vous inscrire de partout, mais ça sert à rien si vous ne répondez pas. Les gens vont vous appeler ou vous contacter via ces réseaux. OK? Bonne pratique, sauvegarder son site web. Connaître ces statistiques, c'est bien de savoir par où les gens sont rentrés, avec quels mots-clés ils sont venus vous voir, quelle page a un gros taux de rebond, c'est-à-dire ne correspond pas à la recherche donnée. Voilà. Par rapport aux stats, il faut obligatoirement ouvrir un compte Google Analytics. Alors aujourd'hui, tu as Google Analytics qui n'est pas RGPD parce qu'il y a une bataille entre l'Europe et les États-Unis parce que Google renvoie toutes ses données aux États-Unis. Or, aujourd'hui, les données doivent rester en Europe. Donc, si tu as Mamoto, mais qui il est super complexe à installer parce qu'on est en Europe et on aime bien les choses complexes. Le problème, il est là, c'est que l'Europe veut nous faire changer nos habitudes, mais c'est tellement facile. Aujourd'hui, tu fais Google Sitekit, tu installes ton extension et pouf, t'es relié, t'as toutes tes stats. On n'a pas de système simple pour l'instant. C'est comme si demain on devait changer Facebook, on va tous s'éparpiller. Quand Twitter a été racheté par Elon Musk, tout le monde s'est éparpillé de partout, entre Signal, Telegram, Mastodon, tout le monde est parti dans tous les côtés. Il n'y en a pas un pour reprendre la relève. Donc, aujourd'hui, moi, pour des petits sites, je conseille encore Google parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Bon, ils vont trouver un accord, c'est d'ici juillet. Il y aura... Oui, en juillet, de toute façon, en juin, Google va lancer G4, donc sa nouvelle version, et normalement, elle sera compatible RGPD. Et pile poil, en juillet, ça passe l'interdiction, tu vois, c'est quand même fait pour... c'est quand même bien fait. Être en règle, CNIL, RGPD, les mentions légales, les cookies, hein, ça c'est le minimum. Sauvegarder son site web, je crois que je ne l'ai pas encore assez dit aujourd'hui. Faire des liens internes et externes. Donc, vous faites un lien qui part vers quelqu'un, il faut que cette personne fasse un lien qui vienne vers vous. Ce sont les bonnes pratiques. Liens internes et externes. Lien interne, c'est de ton site? Non. Je reviens sur sauvegarder son site web. Parce que tu dis ça à cause des incendies chez OVH. Alors, incendie chez OVH, non, il y a un truc, c'est que alors quand tu es en phase de création de ton site web, tu fais, notamment avec Draft Plus, tu peux gérer le nombre de sauvegardes. Tu sauvegardes toutes les semaines. Dès que tu modifies beaucoup ton site web, tu sauvegardes toutes les semaines. Les hébergeurs te disent qu'ils ont une sauvegarde, mais souvent, c'est une sauvegarde par mois, voire... voilà. Et si tu es chez OVH, il faut déjà arriver à joindre le SAV, qui n'est pas forcément le meilleur du monde. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et j'ai des clients qui n'avaient aucune sauvegarde et tu arrives et le site est en vrac. Parce que, pareil, quand tu es sur WordPress, quand tu fais des mises à jour, des fois, tu cliques, ouais, mise à jour. Et si tu n'as pas fait ta sauvegarde avant la mise à jour, ça peut tout te mettre en vrac, en fait. Donc, soit tu désactives ton plugin le temps que tout se remette en place, soit tu remets ta sauvegarde en place. Donc, avant de faire une mise à jour, on fait une sauvegarde. Faire des liens internes et externes. Ne pas oublier les... Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu... C'est l'élémentaire qui dit pensez à faire un test sur une base un site de test. Oui, bien sûr, j'en ai.
Oui, non, les tests sur les bases tests, c'est pour les développeurs, ça. C'est voilà. Non, non, tu fais. Alors déjà, première chose, il y a le WordPress 6.2 qui va sortir à la fin du mois. Ne le mettez pas à jour. Vous attendez 15 jours, 3 semaines avant de faire la mise à jour. Que tous les bugs soient passés. Et que toutes vos extensions se soient mises à jour par rapport à la 6.2. Et là, vous faites votre mise à jour. Si vous êtes en retard de quelques jours sur la mise à jour, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir l'extension de sécurité qui, elle, soit à jour, parce que là, par contre, il faut vraiment que les deux soient raccords entre la sécurité et votre WordPress pour ne pas, justement, avoir trop de Russes qui viennent pourrir votre site. Et les mises à jour, c'est toujours d'abord le WordPress, puis les extensions. Quand tu as Alors, admin, et des fois, tu as plein de mises à jour à faire. ouais. Il vaut mieux de mettre d'abord WordPress. Alors, d'abord, tu sauvegardes. Oui. Ensuite, tu mets les extensions, parce que souvent, elles sont compatibles avec les deux. Elles sont compatibles avec l'ancien. Elles sont toujours compatibles avec les anciens et elles sont compatibles avec le prochain. Et en dernier, le WordPress. Le thème, les extensions, le thème et le WordPress. Bah, tu peux faire le contraire, ça veut juste dire que pendant 1 heure que ça mouline, ton site, il risque d'avoir des problèmes. Non, sauvegarde, extension, thème ou builder, et à la fin, le WordPress. C'est le builder, c'est le thème. Elementor, c'est le builder, c'est le thème. On sauvegarde, ensuite on met à jour ses extensions, ensuite on met à jour son thème ou son builder, donc Elementor, Divi, Astra, voilà, et à la fin on met à jour WordPress. Voilà. Qui c'est qui est déjà allé voir son PHP? Ça c'est sur l'hébergeur. On a des versions PHP. Et il y a 5 ans, la version PHP, c'est 5.3. Aujourd'hui, on est en 8.2. Et OVH a dit qu'ils arrêtaient la maintenance du 7.2. Donc, ça veut dire que si vous êtes en... Non, toi c'est Wix qui gère. Si vous êtes en version PHP 7.2 et que vous passez en WordPress 6.2, vous risquez d'avoir des soucis. Ça, c'est à voir avec votre hébergeur. Alors, attention de faire la mise à jour. Tu mets jamais la mise à jour en 8.2. Tu vas mettre d'abord Tu vas d'abord faire les mises à jour sur tout ton site et ensuite tu vas faire la mise à jour en 8. Non, me doute. Non, août, t'étais déjà en 8. Hein. Donc, tu peux attendre encore 2 ou 3 ans avant de le faire. C'est bon. C'est bon. Ne pas oublier les droits d'auteur quand vous prenez des photos, même sur Pixabay, Pexel, Freepik ou n'importe quoi. Vous devez les nommer dans vos mentions légales. Ok? C'est mieux quand même. Design cohérent et attractif, donc pas un fond rouge, un fond jaune, un fond noir. On essaye d'être unis. Vous allez avoir des typos unis, des types de photos dans le même style et de ne pas changer son design toutes les pages. Voilà. Texte. Les droits d'auteur, c'est-à-dire quand tu prends des photos sur des sites libres de droit, tu nommes quand même ces sites-là dans tes mentions légales. Alors des fois, certains, notamment FreePix, quand tu prends une photo, ils te disent nommer FreePix et tu as le nom du créateur. Et là, tu copies et alors tu le copies pas forcément, tu le mets pas forcément sur ta photo, mais tu le mets dans tes mentions légales. C'est Wix qui a les droits. Oui, mais ça veut dire aussi que le jour où tu quittes Wix, tu n'as plus droit aux photos. Ça, c'est aussi à penser, c'est que, voilà. Texte et ton cohérent. Donc, toujours utiliser le même ton sur le site. Essayez d'avoir toujours le même discours. C'est votre personnalité, en fait, qui va ressortir dans votre site. Design responsif, adaptatif. Responsive et adaptatif, comme disent les Québécois. C'est donc qui s'adapte à un portable. Si vous adressez à des personnes qui ont moins de 35 ans, ils sont plus sur des portables que sur un site top, sur un laptop, un ordinateur de bureau. Un PC, non, c'est un Mac. Voilà. Et sauvegarder son site web. Hein? Voilà.
Voilà, est-ce que vous voulez être accompagné ou est-ce que vous voulez le faire seul? Donc ça, on en avait vu déjà la première fois, c'est que y a des personnes qui vont se sentir de le faire seul, il y a des personnes qui vont préférer être accompagnées pour avoir, justement, dès qu'il y a une question, hop, voilà. Il y a énormément de formations de prise en charge. Les OPCO pour les gérants, les travailleurs non salariés, les employés, le FAFCA pour les AE, le Pôle emploi. Alors, si vous êtes à Pôle emploi, mais que vous êtes auto-entrepreneur, Pôle emploi ne prendra pas en charge votre formation. Donc, avant de lancer votre entreprise d'auto-entrepreneur, prenez les offres Pôle emploi d'abord. Ils sont un peu plus généreux. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir déposé un minimum de 500 €, je crois, pour avoir droit à des formations. 500 € la première année pour avoir droit à des formations la deuxième année. Ouais. Oui. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Hein. C'est des toutes petites lignes, voilà, qu'on apprend. Même moi, j'apprends au fur et à mesure. Maintenant que je suis formatrice chez CEDI, il y a des choses comme ça, voilà. Voilà, c'est surtout pour ne pas avancer seul et avoir des questions des fois où se dire non, j'ose pas mettre la sauvegarde en place. Voilà, on a chacune sa spécificité. On est chacune professionnelle dans un sens. Moi, j'irai pas donner des conseils en diététique. Hein, je suis mal barré pour ça. Chacun son truc. Ouais, oui, mais bon, quand tu la vois, ça va. Tu peux te dire, je vais la croire. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des formations, c'est souvent pris en charge. Donc profitez-en. Et donc je fais des formations individualisées, en visio. Voilà. Ce que je reprochais, comme je disais, ce que je reproche aux formations où tout le monde est là, pendant une semaine, on carbure, on est à fond, et une fois qu'on est seul chez soi, on ne sait plus rien faire. Donc le but de la formation, moi, en visio, c'est de vous voir régulièrement, tous les 3-4 jours, pour faire un point et vous laisser avancer à votre rythme aussi. Parce qu'il y a des jours, notamment quand on travaille à côté quand même, c'est pas parce qu'on n'a pas une semaine devant nous pour travailler. On a peut-être des fois, non, on va décaler. Voilà. Récap. Sauvegarder son site web. Contenu permanent, un mot-clé, un seul thème. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Le contenu pertinent, le helpful content. Donc, vous êtes un site qui parle de diététique et de nourriture. Demain, vous n'allez pas vendre des voitures. Voilà. Ne pas surcharger ne pas surcharger les mots-clés et donner du contenu pertinent. Des images cohérentes, une charte graphique et les couleurs cohérentes aussi. Juste petit truc, le lien, quand vous faites des liens ou des boutons, faites-les de la même couleur tout le temps sur tout le site. J'ai déjà vu des liens rouges, verts, jaunes. Non, c'est à un moment, le lien, il doit toujours être la même chose. La norme, c'est bleu souligné, hein, comme dans Word, un truc basique. Ça, tout le monde comprend. Après, vous pouvez avoir des liens de différentes couleurs. Texte lisible, contraste, taille et forme. Hein, le contraste, travailler le contraste. L'orthographe, la grammaire et le ton. Oui, mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, même moi. De temps en temps, on fait des fautes, c'est pas grave. Hein. Mais suivant ce que vous voulez faire, des fois, et suivant à qui vous vous adressez, si la personne vous appelle et vous dit « Ouais, en fait, j'ai vu que vous avez des fautes d'orthographe sur votre site. » Ça le fait moyen, hein. Pour un écrivain public, c'est moyen, voilà. Connaître ses statistiques et savoir les interpréter. Vérifier sa rapidité, alléger ses images. Ça aussi, ça aurait pu être un thème. Ça, on en avait parlé dès le début, je crois, dès le premier. Parce que et dans le deuxième aussi, oui, parce que ça fait partie du référencement. Plus votre site est léger, plus vite, mieux il est lisible. Si vous êtes au fin fond de l'Ardèche en Edge, il faut que votre site puisse s'afficher. Voilà, Google va vous juger là-dessus. Ça capte, oui, déjà. Alors déjà, si ça capte au fin fond de l'Ardèche. Attends, je monte au sommet. Tenir son site web à jour techniquement et pour le référencement. Donc son site web à jour. Donc si vous avez un blog, c'est mettre au moins de temps en temps des articles pour vraiment dire coucou, je suis vivant, mon site web est toujours là. Et ça vous permet de prendre des points aussi assez facilement par rapport à vos concurrents. Est-ce que tu as peut-être un lien à conseiller? Dans mon blog, notamment, j'explique que moi, pour avoir aussi des images toujours de la même taille sur ton site, quand tu as des images, Canva, en gratuit, tu prends tes images, tu le mets dedans, pouf, tu choisis ton format et tu prends toujours le même format. Et ensuite, Canva ne va pas te faire des images très légères. Donc, tu les exportes et là, tu les passes dans Tinify. Voilà. Et dès le départ, tes images sont... Ouais.
Alors moi, par exemple, sur mon blog, j'ai que des images en format couverture Facebook. Après, tu peux avoir des images carrées. Après, tu peux avoir des images plus longues, plus hautes. Ça dépend vraiment de ta mise en page et de la façon dont tu gères. Pour le blog, moi, j'ai toujours le même format pour le blog. Toujours le même format. C'est classique. Voilà. Tu peux aussi avoir des différentes tailles. C'est pas un problème. Aujourd'hui, Tinify, tu peux le mettre directement sur ton site web. C'est une extension A+. Donc, comme je dis, moins il y a d'extensions, mieux c'est, parce que du coup, voilà. Et je préfère minimiser les images avant de les déposer sur le site web, parce que du coup, sur ton site web, il est déjà très léger. Alors que utiliser une extension pour alléger tes images, des fois, tu as des images qui partent tu sais, qui font tout... qu'il n'y a plus d'images, quoi, en fait. Voilà, il y a un bug de lecture et de minimisation des images. Merci pour votre attention. On va passer aux questions si vous en avez encore. Et voilà.